à vous tous, bienvenue à Aime l'été, jeudi 4 juillet, avant-dernière journée de la semaine déjà. Et les vacances d'été bien amorcées, le déménagement pour certains bien complété ou presque. Enfin, c'est une période souvent difficile pour nos animaux de compagnie qui sont parfois délaissés. Et puis à travers la multitude d'activités, d'événements à l'extérieur, de festivals et tout, il ne faut pas oublier les personnes à mobilité réduite et à leur accessibilité à ces beaux rendez-vous de l'été. Ici, Chantal Lavoie, Aime l'été, une émission estivale qui chaque jour de midi à 13h, du lundi au vendredi, nous fait découvrir plein de choses, y compris de beaux projets et des gens inspirants. Soyez des nôtres au cours de la prochaine heure. Voici Aime l'été. Et puis aujourd'hui à l'émission, et oui, en cette période de migration avec les nombreux déménagements, nos animaux de compagnie sont souvent laissés à l'abandon. On va en parler avec la docteure Valérie Bissonnette, vétérinaire. Il sera question d'un événement aussi incontournable de l'été, le Comic-Con Montréal, l'endroit le plus branché pour satisfaire votre côté geek. C'est en fin de semaine que ça se passe. Alors tous les détails de la programmation à venir avec Jason Rockman. Nous allons aussi parler avec Mélanie Deveau de l'engagement communautaire du Musée des Beaux-Arts de Montréal et des nouveautés de l'été, mais pour commencer, un atelier qui permet aux enfants en situation de handicap d'apprendre à travailler le bois. Rémi Massado, un ébéniste et papa d'un enfant porteur de la trisomie 21, nous parle de son projet Les Petits Artisans. Alors jusqu'à 13h, suivez-nous à Aime l'été. Et voilà, Aime l'été. Bonjour Nathalie. Allô, comment vas-tu? Très bien. Alors, on envie les cyclistes parce que nous, on a des problèmes de voiture ces jours-ci. Les deux, problèmes de frein pour moi. Oui, problème de pneus pour moi. Voilà. Mais les crevaisons, bien sûr, ça pullule. À Montréal? À Montréal, avec les routes, l'état des routes, c'est sûr que c'est pas étonnant non plus. Et puis, il y a d'ailleurs, sûrement les garagistes pourraient nous dire qu'il y a une augmentation des crevaisons. Des crevaisons, effectivement. Voilà. Alors, cela dit, oui, des beaux sujets aujourd'hui. Et puis, effectivement, nos animaux de compagnie, il ne faut pas les oublier. Et il faut se questionner aussi avant de faire l'achat d'un animal de compagnie, toujours se demander plein de questions, là, si on a les moyens, si on a la disponibilité aussi. Hein? Oui, parce que c'est une grosse implication. Oui, une grosse responsabilité. Oui, grosse responsabilité, implication. Ouais. Alors, on va commencer tout de suite, Nathalie, avec notre premier sujet. J'ai un petit peu massacré son nom, c'est Rémi Massador. Bonjour, Monsieur Massador. Bonjour. Bon, vous allez bien? Oui, très bien. Bon, alors, c'est ça, vous êtes venu vous établir au Québec et finalement, de fil en aiguille, vous avez eu de beaux projets en tête. Vous êtes vraiment quelqu'un de très créatif. Vous êtes un ébéniste, mais vous avez quand même d'autres formations, je pense, hein? Oui, à l'origine, en France, vous l'entendez à mon accent, je suis français. Oui, c'est ça, exactement. J'étais architecte d'intérieur en France, puis j'ai fait beaucoup d'enseignement dans ce domaine-là. Donc, quand je suis arrivé au Québec, j'ai désiré reprendre mes études et j'ai tout de suite investi dans le domaine de l'ébénisterie parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis des années. C'est ça, parce que vous souhaitez faire des meubles, mais comme vous l'entendez, c'est-à-dire que vous partez du principe du Lego. Ah oui, je vois que vous avez lu un article me concernant. Effectivement, j'ai créé une gamme de meubles il y a maintenant quelques années. Cette gamme de meubles, elle est personnalisable et les gens peuvent l'accommoder un petit peu comme ils le souhaitent pour obtenir un meuble qui, au final, est unique. Mais à la base, la création du meuble vient de la création de plusieurs éléments qui se combinent un petit peu à l'image des Lego, c'est-à-dire que quand vous achetez des Lego, une brique peut servir à la fois dans un camion de pompiers comme dans une fusée. C'est la même chose pour les meubles que j'avais créés à cette époque-là. C'est ça, donc vous jumelez ébénisterie et design d'intérieur pour créer ces meubles-là sur mesure. À la base, moi, je suis designer. En France, c'était mon travail. En France, on dit architecte d'intérieur pour tout ce qui est rénovation. Mm-hmm. Mais ici, je m'oriente vraiment sur le design de mobilier, puis la création de mobilier sur mesure pour mes clients. J'ai cette gamme de mobilier dont vous parlez, mais je vous dirais que 60% de mon travail en tant qu'ébéniste, c'est du dessin sur mesure de mobilier.
C'est ça, parce qu'en fait, dans vos meubles, c'est-à-dire, c'est ça, comme vous dites, un peu comme les Lego avec le principe des couleurs, il y a beaucoup d'éléments communs qui peuvent être utilisés. Alors, ça peut être modifiable selon les besoins du client. C'est ça, exactement. Alors, puis, à la fois, vous vous êtes intéressé un petit peu par le côté vintage, là, enfin, c'est-à-dire, évidemment, vous vous inspirez en même temps de meubles inspirés par l'Europe, quoi. Oui, effectivement. En fait, c'est sûr qu'en Europe, au niveau, je veux dire, décoration, on a des goûts un petit peu différents qu'au Québec. Donc, il y a des choses que j'ai pu ramener avec moi dans ma valise, on va dire. Notamment, il y a pas mal de meubles que je dessine ou que je fabrique actuellement qui ont plus j'allais dire des origines ou plus des intentions de design dans le style scandinave, par exemple. C'est ça. Les années 60 aussi, hein, Oui, ça vous un inspire petit peu, beaucoup. Ah, ben ça, je vous exactement. comprends. Moi aussi, ça m'inspire énormément. Mais alors, c'est ça. Donc, alors, vous avez cet aspect-là de votre travail, mais en fait, vous êtes, comme on l'a dit dans notre présentation, vous êtes papa d'un enfant porteur de la trisomie 21. D'ailleurs, là, vous allez m'éclairer, c'est-à-dire vous êtes bien placé pour me dire comment doit-on dire les choses. Est-ce que je dis bien les choses, porteur de la trisomie 21? Oui, moi je suis assez d'accord avec ce terme-là. C'est un enfant en situation de handicap. Il a effectivement, il est porteur de la trisomie 21, un petit chromosome supplémentaire, comme on dit. Exact. Mon fils a une trisomie, ce qu'on appelle en mosaïque, qui est un style un petit peu particulier, qui ne touche pas l'entièreté de ses cellules. Mais c'est une spécificité vraiment rare, puisque je pense que mondialement, il y a peut-être 5% des trisomiques qui ont cette particularité-là, donc c'est un peu spécial. D'accord. Alors, évidemment, il y a des traits distinctifs hein, pour Oui, les enfants trisomiques. Maintenant, là, c'est qu'en fait, ça vous a inspiré. Vous vous êtes dit, bon, mon fils, quel avenir a-t-il? J'imagine que c'est un petit peu la réflexion que vous vous êtes fait. Et là, vous avez décidé de dire, ben, pourquoi pas ces gens-là, d'ailleurs, ont besoin à l'âge adulte, de travailler. Et puis, beaucoup sont aptes à travailler. La question n'est pas là. oui. Mais là, vous avez décidé, vous, de donner des ateliers d'ébénisterie aux jeunes, en fait, et vous avez parti les petits artisans. Oui, alors c'est un concept un peu spécifique. Dit comme ça peut paraître un peu terrifiant parce qu'on se dit on va mettre des outils dans les mains des enfants parce qu'on Oui, parle bien d'enfants à partir de 6 ans. Hein, donc, c'est ça, très jeune, entre 6 et oui, 12 ans, hein, c'est ça. c'est ça. Pour nos groupes adaptés, puisque je vais vous expliquer, mais on a des groupes adaptés pour les enfants en situation de handicap et des groupes pour les enfants neurotypiques, les enfants, j'allais dire, sans handicap. Pour nos groupes adaptés, on n'a plus de limite d'âge. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion de 12 ans. Par contre, pour les groupes réguliers, oui. Comment ça se passe nos ateliers? Mais en fait, comment est venue cette idée? Je vous dirais que c'est très simple. J'entendais beaucoup en tant que parent d'enfants en situation de handicap le fait qu'il manquait des activités pour les enfants. Puis, plutôt que de me dire c'est un problème qu'il manque des activités, mais je me suis dit s'il manque des activités, c'est qu'il manque de personnes pour créer ce genre d'activité. Donc, j'ai pris du recul, un petit pas de recul, puis je me suis dit, moi qui ai fait de l'enseignement pendant des années, et qui est passionné d'ébénisterie, qu'est-ce que je pourrais faire pour transmettre cette passion, puis peut-être découvrir des vocations chez les enfants? Mhm. Eh bien, je me suis lancé dans ce type d'atelier-là, et donc un atelier d'initiation à la menuiserie, à l'ébénisterie. D'accord. Alors ça, c'est vraiment... Et puis, bon, alors évidemment, vous leur faites faire des projets très simples, sous supervision, et les parents aussi sont là généralement. Oui, en fait, les ateliers se font automatiquement avec les parents. C'est un atelier parents-enfants. Dans notre atelier, on ne peut accueillir que 6 enfants maximum Mhm. pour nos groupes réguliers et 4 enfants pour nos groupes adaptés. Euh, à chaque fois, que ce soit régulier ou adapté, c'est toujours en présence des parents. Moi, en termes d'entrepreneuriat, je voulais créer une occasion en fait de faire une activité avec son enfant parce qu'on a des vies d'adultes très occupées entre le travail puis tous les Ouais. soucis Mhm. qu'on a autour de nous. Il y a peut-être une possibilité, 1 heure par semaine, de s'offrir 1 heure d'atelier avec son enfant pour fabriquer quelque chose avec lequel on repart. Ouais. Puis, le point sur lequel je voudrais revenir, que vous avez dit dans votre
Question, la chose que vous avez dit, c'est que on fabriquait des choses simples. Oui, mais je voudrais quand même apporter une nuance, c'est que il y a certains enfants là qui se rendent à faire des assemblages complexes, voire très complexes. Des assemblages qui sont utilisés dans l'ébénisterie professionnelle de nos jours, comme dans l'ébénisterie traditionnelle, c'est-à-dire comme des queues d'aronde, des assemblages d'enchevêtrement complexes. Les enfants arrivent à faire ça, avec l'aide de leurs parents, bien sûr. Quand même, hein? Et puis là, on parle d'enfants de 6 à 12 ans, évidemment, comme on dit, c'est toujours adapté selon l'âge, forcément. Oui. Mais c'est ça, Nathalie, tu avais une question? En fait, vous le disiez tantôt, ils travaillent avec des vrais outils, mais vous parlez d'outils d'ébénisterie ancestraux. En fait, pourquoi est-ce que je précise ça sur mon site Internet? C'est tout simplement pour signifier aux gens qu'on va utiliser des outils manuels non électriques. C'est-à-dire qu'on va utiliser tous les outils originels de l'ébéniste, j'allais dire, c'est-à-dire le rabot, le ciseau, le marteau, bien sûr, la scie, mais tout ça, ce sont des outils à main, ancestraux, dans le sens où on n'utilise pas les nouvelles technologies et tous les outils électroniques qui peuvent exister maintenant, électroniques et électriques qui peuvent exister maintenant. Et dans le cas des parents, comment ça se passe, cette relation-là? Comment vous gérez la présence des parents? Est-ce que les parents, ce sont naturellement des gens qui ont certaines habiletés, qui peuvent aussi aider les autres jeunes, parfois? Non, en fait, moi, ce que je préfère même, c'est quand les parents n'ont aucune habilité. Ah bon? Je serais une bonne candidate. En fait, généralement, la plupart du temps, les gens n'ont aucune habilité, sont dans des domaines professionnels qui n'ont rien à voir. Ils viennent là pour découvrir, puis on part vraiment de la base. Il n'y a aucun prérequis, en fait. Comment est-ce que ça se passe? Pour vous expliquer physiquement comment est-ce que ça se passe. Dans notre atelier, on a 7 établis, des vrais établis, mais ce sont des établis doubles. C'est-à-dire que sur chaque établi, on a une place pour le parent, une place pour l'enfant. D'accord? Il y a 6 adultes et 6 enfants, et il y a un établi pour moi, exactement identique, où je fais toutes les démonstrations avant qu'on passe à la fabrication. Donc, le temps est un petit peu divisé, c'est-à-dire que je fais d'abord une démonstration avec les mêmes outils qu'eux, et ensuite ils passent avec leurs enfants sur leur propre établi, avec leurs propres outils, avec leurs propres morceaux de bois, à fabriquer leur propre création. Ah d'accord, OK. Alors vraiment, donc c'est vraiment très, enfin, à la fois c'est interactif en même temps, et puis les parents peuvent aussi continuer même à la maison. Oui, s'ils le souhaitent. D'ailleurs, j'ai beaucoup de parents qui me demandent où se procurer les outils, ainsi de suite. Puis je vous dirais même que, petite anecdote, là, à la période des fêtes de Noël, j'ai eu beaucoup de demandes pour savoir où est-ce que le Père Noël pouvait se procurer les outils. Ah, c'est bon! Je comprends. Alors, vous avez vous-même étudié en entrepreneuriat parce que vous avez quand même vos projets personnels à mener à bien aussi d'un autre côté. Et puis, les petits artisans. Alors, comment fait-on pour s'inscrire? Alors, déjà, notre atelier se trouve à Québec. Je sais que vous êtes plus à Montréal, mais notre atelier se trouve à Québec, dans l'arrondissement de Beauport. Puis tout se fait directement sur notre plateforme, sur notre site internet en fait. Vous vous rendez sur www.lespetitsartisans.ca et à l'intérieur du site internet, on a une partie inscription. Là, au moment où je vous parle, on est en pleine dans la période des inscriptions du mois de septembre. D'accord. Pour vous donner un ordre d'idée, on existe depuis septembre dernier. En un an, on a accueilli environ une centaine d'enfants. En réalité, c'est un tout petit peu plus d'une centaine d'enfants. Ah, quand même, hein? Oui, ça a bien marché, surtout quand notre premier groupe, en septembre, on avait juste 2 groupes, donc 12 enfants. Puis là, pour le mois de septembre prochain, j'ai ouvert la disponibilité à 48 enfants. Donc ça vous donne c'est merveilleux. Alors après ça, vous allez être victime de votre succès. Il va falloir agrandir vos ateliers. Peut-être, ou prendre un employé ou une employée. Monsieur Massador, je le répète, vous travaillez avec différents jeunes, dont certains porteurs de la trisomie 21, mais aussi avec des jeunes autistes. Oui. C'est ça. Nos groupes adaptés. Oui, là actuellement on avait un groupe adapté à chaque cohorte, donc 4 élèves, soit
avec une déficience intellectuelle, soit un trouble du spectre de l'autisme, soit des trisomies 21, on a eu trisomie 9 aussi. Ouais. On a eu différents types d'enfants. À la rentrée prochaine, on ouvre un deuxième groupe pour les enfants en situation de handicap, donc on passera de 4 à 8, ce qui est un nouveau challenge. Oui, c'est ça. Enfin, on aura tous les détails, bien sûr, sur votre site. Écoutez, merci infiniment, M. Massador, d'être venu nous en parler. Et ces jeunes-là, bien sûr, ont un avenir. Et puis d'ailleurs, il y a justement une députée, Nathalie, qui... Oui, en fait, Mme Mar Galceran, qui est devenue la première personne porteuse de la trisomie 21, mais qui a été élue à l'Assemblée régionale de Valence. Oui, en Espagne. Oui, en Espagne. Une femme politique. Pardon? J'ai vu passer ça sur Internet. C'est ça, donc une femme politique, mais qui s'est donnée comme mission claire de changer les mentalités à l'égard des personnes handicapées. Voilà. Alors, ça veut dire que ces jeunes-là ont un avenir. Et d'ailleurs, c'est une excellente idée, donc, que vous avez eue, de les former, de les intéresser à notamment l'ébénisterie. Merci infiniment. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et on passe d'un sujet à l'autre. On accueille Mélanie Deveau, qui est directrice de l'éducation et de l'engagement communautaire au Musée des beaux-arts de Montréal. Bonjour. Bonjour, Madame Lavoie. Justement, nous, on parlait d'accessibilité. Tantôt, on parlait de gens en situation de handicap, là, justement, qui avec un beau projet. Mais le musée, finalement, est très accessible aussi aux gens en situation de handicap. Tout à fait. En fait, au Musée des beaux-arts, on entre par la grande porte, qu'on soit en fauteuil roulant, on entre au 1380 Sherbrooke. Tous nos pavillons sont accessibles, sont adaptés pour les personnes en fauteuil roulant, les salles d'exposition, les toilettes, les ascenseurs. Donc, oui, absolument, l'accessibilité physique, c'est super important là, pour le musée. Oui, c'est ça. Vous avez donc, c'est ça, un bel accueil pour ces gens-là. Et bon, alors aussi, vous avez préparé, ce qui est intéressant, là, c'est ce fameux, cette trousse que vous offrez à des gens en situation de handicap, enfin, qui peuvent avoir qui vivent avec, justement, un problème d'autisme, le sac sensationnel que vous appelez. Oui, le sac sensationnel, c'est un outil d'aide à la visite. Au musée, on est engagé là, dans des travaux avec des partenaires qui travaillent avec des jeunes autistes. Je pense à Autisme sans limite, bien sûr, avec les Petits Rois. Donc, ça fait depuis 2015 environ qu'on travaille avec ces organismes-là. Et on a fait différents projets et dans les dernières années, on a mis en place un outil d'aide à la visite pour les familles, en fait. Alors, on a travaillé beaucoup avec des groupes qui sont venus nous voir, puis on s'est dit, pour nos familles qui veulent faire des activités, qui veulent venir au musée, engager avec leurs enfants, qu'est-ce qu'on pourrait offrir? Donc, on a mis à profit tout ce qu'on a appris avec ces organismes-là, avec la recherche. Donc, des approches plus multisensorielles. On a dans ce sac-là donc des façons de travailler, d'engager avec des œuvres d'art, d'engager la conversation, de regarder les œuvres qui font appel au sens. Et aussi, on est bien sensible aux besoins des enfants qui vivent sur le spectre de l'autisme, donc des objets pour aider si les stimuli sont trop forts avec les sons, si on a un petit peu de stress, donc on a des outils pour apaiser. On offre aussi pour les parents là, qui veulent se préparer, donc quand ils viennent, ils peuvent aller en ligne. Donc on a tout donné en fait l'information pour qu'ils puissent préparer la visite. On sait à quel point c'est important de préparer
préparer, de se donner des repères. Donc, le sac sensationnel considère ces besoins-là aussi. Donc, on peut venir avec son enfant. Et l'idée, c'est pas tant d'apprendre toutes les choses sur les œuvres, mais bien de passer un moment ensemble, de pouvoir être dans un espace, d'engager avec son enfant dans un lieu comme le musée au contact là, des œuvres d'art. C'est ça. Parce qu'en fait, ces fiches que vous offrez aussi, c'est très intéressant parce que, bon, par exemple, vous avez, je vous donne un exemple, vous avez une fiche avec d'un côté, par exemple, des éléments. Par exemple, ça peut être des pieds. Et puis là, vous offrez sur l'autre côté, vous avez le tableau. Et donc, on doit lier les deux, le détail d'un pied avec un tableau qui est exposé chez vous. Enfin, alors, c'est quand même intéressant. Oh, écoutez, ça développe le sens de l'observation en même temps. Le sens de l'observation, ça porte l'attention sur nos sens, à là où on est dans l'espace, nos propres... Les textures, tout ça aussi, Exactement. les costumes. Et savez-vous, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire aussi avec ce projet-là, c'est que ça m'a fait voir les tableaux autrement. Et c'est beaucoup comme ça avec le sac sensationnel. Donc, on l'a conçu pour les familles, justement pour des enfants qui vivent sur le spectre avec une attention particulière à leurs besoins. Mais finalement, on se rend compte que en créant avec cette attention-là, ben, pour d'autres familles, pour des enfants qui sont pas, on y trouve son compte aussi. On apprend à interagir différemment. Donc, ça a été vraiment une belle rencontre, je vous dis, de nos œuvres. Donc, pour une expérience optimale du musée, très intéressant. Alors, à la fois de l'assistance pour les gens qui sont à mobilité réduite et aussi, évidemment, cette trousse-là pour les familles. Mais il y a bien plus encore chez vous. Le musée, c'est vraiment, bon, d'abord riche d'histoire, de notre histoire aussi, une vitrine sur le monde, la société. Il y a les grandes expositions. D'ailleurs, il y en a une très belle présentée là, tout l'été, là, jusqu'au mois d'octobre, alors sur les artistes flamands. Donc, c'est vraiment à voir, mais des fois, ces expositions-là peuvent paraître un peu ennuyeuses, notamment pour des jeunes, mais en fait, on regarde souvent ces tableaux-là, puis c'était les selfies de l'époque, hein. Je veux dire, c'était une façon de... Les artistes racontaient une histoire, et puis, évidemment, avec le développement du commerce, l'avènement d'une certaine richesse, les gens, finalement, se faisaient prendre le portrait, comme on dit, par des artistes. Alors, c'est ce qu'on voit dans les musées souvent, et puis on oublie trop souvent, c'était avant Instagram, quoi. Tout à fait. Mais c'est une autre façon, exactement. Ces œuvres-là, elles nous parlent de nous, elles parlent de notre humanité à travers, dans ce cas-ci, les vices, la vertu, le désir, la folie, ce sont tous des expériences humaines, des façons d'aborder le monde, et c'est ça qui est fascinant à voir, et cette exposition-là qui nous amène dans un passé, mais qui nous amène aussi à nous regarder aujourd'hui, comment on regarde le monde. Puis, dans cette exposition-là aussi, ça nous apparaissait important parce que ça peut paraître loin, mais on a un carnet de visite pour les familles, pour engager, pour porter l'attention aux détails, pour s'assurer qu'on voit bien toutes ces scènes-là qui nous parlent de nous, finalement. Donc, on a voulu engager avec les enjeux actuels. Puis, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on a une super chouette collaboration avec un artiste qui s'appelle Scorpio Dagger et qui a animé certains de ces tableaux-là avec beaucoup d'humour et qui, je pense, parle un peu de justement à travers les réseaux sociaux dont vous nommez. Et pour attirer une certaine clientèle de jeunes, enfin pas des jeunes, mais vous avez même des soirées où on peut prendre un petit verre tout en regardant l'exposition, c'est ça? C'est ça. En fait, comme on vit dans un monde ultra connecté, il faut absolument toujours, en fait, pour vous et pour attirer les familles et les jeunes, vous devez constamment vous réinventer. L'accessibilité pour nous, c'est un peu ça. On est vraiment, le musée doit être signifiant pour le monde dans lequel on vit. L'accessibilité, c'est l'accessibilité physique, évidemment. Mm-hmm. C'est l'accessibilité, justement, d'être en mesure d'engager avec différents types de populations, différentes générations, et de voir comment ces œuvres-là, même si elles nous semblent lointaines, comment elles nous parlent aujourd'hui. Donc, avec des outils d'aide à la visite, avec une façon de présenter, avec des soirées qui nous permettent de nous rencontrer autour de ces œuvres
œuvres-là. C'est aussi l'accessibilité financière, s'assurer que différentes catégories de public, de groupes d'âge, différentes situations financières puissent venir nous visiter. Exactement. En passant aussi, les chiens d'assistance sont toujours autorisés. Alors ça, il n'y a pas de problème pour ça, mais évidemment, ça, il y a toujours moyen. D'ailleurs, c'est toujours préférable quand même d'avoir un document avec nous dans ce cas-là. Il y a quand même des critères, je pense que les gens qui ont des chiens d'accompagnement connaissent bien. Mais en fait, il y a plein d'autres choses. Le musée, c'est vraiment, comme on dit, ancré dans notre monde. Bien, récemment, justement, il y a eu une journée nationale des peuples autochtones, là, le 21 juin dernier. Alors, c'était une belle activité. À l'extérieur aussi, il y a plein de choses. Il y a le jardin de sculpture aussi qui est à voir sur la petite rue du musée. Absolument. L'été, en fait, une partie de l'avenue du musée devient piétonne, est aménagée. On peut y passer, on peut s'y asseoir. Et puis, elle est animée. Donc, il y a des visites guidées qui sont offertes du jardin puis qui permettent aussi de regarder l'architecture du musée. On a des prestations musicales. Justement, hier soir, on partait le bal, si je peux le dire comme ça, avec Dusty Brass Band et DJ Sugarface Belfo. On peut danser, on pouvait danser, c'est fou. On peut danser absolument sur l'avenue. On a Quartier Danse qui va venir aussi faire une performance à la fin de l'été. Donc, on a vraiment une rue qui est animée. Puis, nous, on a le vélo des Beaux-Arts qui se promène dans certains quartiers pour faire des ateliers créatifs. Alors, ils sont présents sur nos soirées animées sur l'avenue du musée toujours là, pour engager. Donc, on peut venir vraiment à tout âge se poser chez nous. Il y en a pour tout le monde. Le musée, c'est vraiment riche d'expériences, mais aussi, même à la maison, très important, sur votre site Internet, on a accès à des captations de conférences, des balados, de l'art-thérapie, des webinaires là, avec des discussions intéressantes, des rencontres d'artistes. Bref, c'est vraiment pour les gens qui ne peuvent absolument pas se déplacer, c'est quand même incroyable. Tout à fait, il y a une richesse. En fait, on a plus de 6 000 œuvres de la collection du musée qui sont accessibles sur le site. Et ça, c'est sans compter toutes les capsules vidéo. On discute avec nos conservateurs qui nous parlent de leur coup de cœur, qui nous parlent de leur collection. On a vraiment une multitude de contenus là, qui sont en ligne et qui nous permettent là, d'aborder les œuvres d'art de chez soi. Puis en fait, après, c'est chouette parce que si on a l'occasion de venir au musée, ben, on vient les voir en vrai. Et on dirait qu'on a créé un lien tout à fait spécial avec les œuvres, même quand on les voit sur notre écran d'ordinateur. C'est ça. Alors, vous en avez, comme on dit, pour tous les goûts, les familles, les enfants. D'ailleurs, il y a toujours un camp de jour d'une semaine à peu près durant l'été pour les jeunes. Il y a des cours pour des gens de 65 ans et plus. Mais des cours, ça, on peut, évidemment, moyennant des frais, mais quand même, on peut avoir des cours de toutes sortes aussi. Alors, c'est vraiment incroyable. C'est très riche. Ben, écoutez, on pense que l'art, justement, on peut engager à travers nos collections, à travers les visites guidées, mais créer aussi tous ces bénéfices sur la santé, sur la santé mentale, la motricité. Il y a vraiment un impact qu'on a reconnu. On doit se quitter, Madame Deveau. Alors, évidemment, on va faire une pause, nous, et vous revenir après. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. C'est vraiment, on va sur votre site, on va tout trouver. C'est très riche. Merci beaucoup, Madame Lavoie, puis on espère vous accueillir au musée cet été. Sûrement. Merci, au revoir. Que vous soyez vous écoutez Aime l'été. Alors, on poursuit, évidemment, avec un autre invité. Là, c'est un feu roulant. Et puis, bon, Nathalie, on va parler du Comic-Con. Et tu n'es pas une geek. Je ne suis pas une geek, mais j'ai des amis qui sont geeks et des proches aussi qui sont geeks. Puis c'est l'événement de l'été pour eux. Ils se préparent pendant quasiment un an pour trouver le costume à porter pour cet événement-là. Oui. Alors, ça va être notre beau sujet pour amorcer cette deuxième moitié d'heure à Aime l'été. Et puis, j'accueille notre invité qui est M. Jason Rockman. Oui, c'est moi. Alors, c'est vous. Donc, en fait, je n'ai pas votre fonction exacte, là, mais vous êtes je suis le porte-parole. Le porte-parole, oui, d'accord, exactement. c'est ça. Et puis, bon, alors, vous allez nous parler de ce bel événement qui attire année après année, 60 000 personnes à Montréal. Ben du monde. Moi, je dis, c'est vraiment une célébration de la culture populaire. Si vous êtes un fan d'une série, d'un film, de BD, d'un animé, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose à notre Comic-Con qui représente votre côté geek.
Tout à fait. Ouais. Alors, les comic books, en fait, tout ça, la science-fiction, l'horreur, le cinéma de genre. Exact. Bon, exact. alors, tout ce que je ne suis pas, mais en fait, je suis fascinée. Mais je suis sûr qu'il y a Mais on quelque a chose. tous... Je Oui. suis tout ça, moi. Je suis tout ça, moi. J'aime les BD, les films. Je suis vraiment une fan de super-héros. Ah oui, c'est ça. Bon. J'ai vu qu'il y avait un artiste invité qui allait parler de doublage aussi. Oui. Alors, écoute, il y a de tout. Ben Je oui, suis tout à certaine fait. que Il y a tu des aimerais. artistes invités. Est-ce que vous avez qui vu sont le des film? vedettes. Vous avez vu le film La Bamba? Oui, la Bamba. Ben oui, il y a une vedette qui s'en vient. Mais c'est Celui ça. qui a interprété le rôle principal, De Richie finalement. Valens, oui, Ouais, c'est- qui a Ouais. fait le rôle Breaking principal. Bad. Oui, Breaking Bad, si vous êtes un fan de Breaking Bad. Pollo. Las Pollos Hermanos. Las Pollos Ah, Hermanos. C'est monsieur Ouais. Gus Fring, oui. Ouais, qui va Giancarlo être là. Esposito, oui. Donc, alors, ça veut dire des gens qui sont là, des vedettes qui viennent signer des autographes, qui viennent aussi prendre la photo avec vous. Alors, c'est vraiment... Et puis, il y a des gens, comme on dit, là, qui se sont préparés, puis qui connaissent la programmation par cœur, qui connaissent tous les invités ou presque, en fait, parce qu'évidemment, ça touche différents domaines, notamment, bon, jeux vidéo et tout, là, mais c'est vraiment, très représentatif de cette culture populaire, comme on dit. Exactement. Alors, intéressant. Donc, cette année, évidemment, une programmation... on va y aller tout de suite en partant. On parlera, si on veut, de d'autres choses aussi connexes, mais on va parler de programmation parce que je sais que c'est toujours assez... c'est tellement touffu là, comme programmation qu'on Oui. on va se lancer. Alors, comment ça se passe? Ça commence demain. Oui, ça commence demain. C'est un événement qui dure 3 jours. Si vous avez jamais allé à un Comic-Con, moi, la suggestion que je fais au début à quelqu'un qui est nouveau, télécharge l'application. Ah, Comme OK. ça, tu peux planifier ton week-end. Parce que sinon, si tu vas rentrer dans le Palais des Congrès, tu vas aller sur le 2e niveau. Il y a une salle d'exposition, est très, très grand. Alors, peut-être tu vas penser c'est juste ça. Mais non, sur la 5e étage, c'est toute la programmation qui est inclue avec votre billet. Alors, presque tous nos invités font des conférences avec, hey, tu peux poser des questions. Et ça, c'est tout inclus avec votre billet. Alors, si vous voulez demander une question à Giancarlo Esposito pour lui demander comment c'était jouer contre Walter White en Breaking Bad, est-ce que c'était fun? Tu peux demander ça. Alors, c'est vraiment unique comme expérience. Puis, on a tellement d'autres choses, programmation. On a des concerts. On a beaucoup de programmation durant le week-end. Alors, Ouais. ça, Parce qu'il y a aussi les gens qui s'intéressent aux jeux de rôle. Exactement. Ça, Alors, c'est quand même un volet intéressant. Bon, évidemment, tout ce qui touche jeux vidéo, c'est sûr. Vous parliez de concerts. Là. Il y a le concert de Nano, qui est une chanteuse nippo-américaine bien connue. Oui, on a aussi le OVMF, c'est un orchestre de Montréal qui joue de la musique geek. Alors, ils vont faire un concert avec tous les thèmes qu'ils font. Des fois, c'est Star Wars, des fois, c'est les jeux vidéo. Alors, c'est vraiment De la musique cool. de film, alors Oui. évidemment. Donc, c'est une occasion aussi d'entendre un grand orchestre, Oui. enfin un orchestre finalement de musiciens classiques, entre guillemets, mais qui jouent de la musique qu'on entend au cinéma. D'ailleurs, c'est tellement populaire de plus en plus. Hein. Ça, ces concerts Oui. partout, Oui. là, je veux dire, en temps normal, là, en dehors du Comic-Con, on a souvent des concerts de musique de film et c'est très, très populaire. Et ça, c'est inclus aussi avec... En plus, avec vous avez... Alors, ça, c'est tout inclus. Oui. Alors, évidemment, bon, il y a... c'est sûr, on a parlé... toi, Nathalie, tu as parlé de gens qui prennent un an à prévoir Trouver leur le costume, le ouais. fameux costume. Parce que oui, c'est un concours en même temps. Mais pour ceux qui veulent participer au concours, mais il y a une parade et tout. Oui. Alors, samedi soir, il y a la mascarade. Et ça, c'est pour tout le monde qui sont déguisés en costume. Et ça s'appelle le cosplay. C'est le monde qui vont bâtir leur costume eux-mêmes. Ils vont passer des mois et des mois à construire leur costume. Et ils ont la chance de... Tout le monde va inscrire à la mascarade. Il y a certains montants de place. Et quand on est plein, on met toutes les... quand tout le monde est là, ils vont faire un mascarade. Ouais, et il y a des juges et ils vont donner des prix. Mais ça, c'est un des événements qui se remplit le plus vite le samedi soir. oui, hein. Et c'est une tradition qu'on fait chaque année et il y a beaucoup de monde qui aime ça. Donc, effectivement, il faut prévoir le coup. Mais enfin, pour les nouveaux, parce que ceux qui ont l'habitude d'y aller connaissent tous les trucs et tout. Mais bon, il y a également ce qui est intéressant, le cours de maître du fameux sabre là, dans Star Wars. Oui, OK, ça, c'est cool. Ça, c'est un cours, là. Oui, ça, je pense qu'il reste un place pour ça. Ouais. Ça, c'est un événement qui... C'est un peu spécial, ça. Oui, ça, c'est Je comme pense qu'il faut payer pour ça. Il faut payer pour ça, c'est un autre événement. Mais vous avez la chance de passer 45 minutes avec Ray Park qui a joué à Darth Maul
Ouais, la menace fantôme. Exact. Ouais. Et c'est lui qui va montrer comment utiliser un sable laser. Il dit qu'il passe 45 minutes avec les 4 personnes dans chaque groupe, mais honnêtement, il passe beaucoup plus de temps que ça. Il est très généreux avec son temps et ça, c'est vraiment une expérience unique. Mais les fans doivent avoir réservé depuis longtemps cette place-là. Oh, yeah. Je pense qu'on avait 12 places. J'ai entendu aujourd'hui, il y avait un qui vient juste de se libérer à cause que quelqu'un a annulé. Alors, dépêchez-vous. Quelle histoire. Alors, évidemment, bon nombre d'invités, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, moi, je connais pas vraiment, mais j'ai vu passer le nom d'Annick Jean. Oui, Annick Jean. Alors, Annick Jean, qui est musicien et réalisatrice de films. Oui, son film était l'année passée était excellent. Puis, elle et Seb Trudel, qui était un animateur aussi, ont commencé un podcast qui s'appelle Meurtre et Popcorn. Et c'est sur les comment en français on dit serial killers. Les meurtres en série. Les meurtres en série. Exactement. Les meurtriers en série, Alors, ils parlent de ça et les influences sur la culture populaire. Alors, c'est vraiment intéressant et ils vont faire une petite conférence sur ça, alors je trouve ça vraiment cool. Et aussi, la RKSS, c'est des réalisateurs d'ici de Montréal. C'est 3 personnes qui font comme un collectif et ils produisent des super beaux films. Eux autres vont être ici et ils ont eu beaucoup de succès à travers du monde avec leurs films. Ils viennent de Montréal et ils vont être ici pour le week-end aussi. Quand même. Alors, c'est ça. Puis, il y a même la zone de jeu indie, là, en fait, de studios québécois indépendants. Yeah. Alors là, on peut on peut avoir les dernières nouveautés. Mm-hmm. On peut même s'initier un peu, toucher. Exactement. C'est ça jouer. Aussi, on peut jouer sur place. Et c'est fun, c'est vraiment fun. Quand tu parlais des jeux de tabletop gaming. Oui, les jeux de table. L'année passée, Annick est venue avec Patrick. Patrick Roy, qui est un grand fan de tabletop gaming. Lui, il est devenu comme un petit... C'est ça, son mari, Patrick Huard. Oui, il est devenu un kid quand il est venu. Je me souviens, on l'a rentré un peu plus tôt pour voir la salle et tout ça. Et quand il a vu les jeux, il était comme « Wow, la table est beau! » Et il était trippé. Alors, c'était fun d'avoir quelqu'un comme ça qui est juste devenu un enfant dans 2 secondes. Finalement, parce que c'est ça, vous avez des gens de tous âges, c'est-à-dire que les jeunes, les très jeunes peuvent être là avec leurs parents, leurs parents qui sont eux-mêmes aussi fans, aussi intéressés, sinon plus, bien souvent. Oui, ça arrive souvent. Moi j'ai un petit gars, mais pas un petit gars, j'ai un gars de 20 ans et une fille de 17 ans. Ils ont agrandi avec moi dans les choses. Dans cet univers. Alors, c'est fun de les voir maintenant. Ils amènent leurs enfants, pas leurs enfants, pas encore. Ils amènent leurs amis. Et c'est fun de voir eux autres agrandis juste à côté de moi avec ça. C'est cool. Ah oui, c'est ça. Puis, en fait, c'est parce qu'aussi, c'est tous les produits dérivés. Il y a des gens qui en profitent là, pour acheter, je sais pas, la dernière figurine. C'est ça, les Funko Pop, qui est très populaire dans les petites boîtes. Les T-shirts, plusieurs choses. Il y a une salle d'exposition qui est pleine de choses. Exactement. Et puis, il y a quand même, on peut même faire de la peinture. On peut même faire, il y a des ateliers de figurines, là. Oui. On peut peindre notre figurine préférée. Les petits, si tu es un fan de Warhammer, tu peux mettre ton petit, je sais pas, comme une magnification et tu peux peinturer ta figurine. Il y a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Les artistes... de nom, écoute, les noms viennent de partout à travers le monde. Ces gens-là se prêtent aux séances photos. Oui. J'ai lu quand même les prix pour les photos. C'est quand même assez cher, mais ça reste ultra populaire. Oui, absolument. Et chaque invité, c'est eux qui déterminent leur prix. Okay. Et certaines sont un peu plus dispendieux que les autres, mais ça vraiment dépend de eux. Et j'ai vu dans le passé, il y a du monde qui ont dit « Mais non, je ne veux pas charger pour ça. » Alors, ça vraiment dépend. Okay. Mais eux autres, c'est comme un business pour eux aussi parce qu'il y a beaucoup d'invités qui sont pas maintenant... Ils sont pas en train de travailler beaucoup sur certains projets. On a des invités qui sont comme Giancarlo Esposito qui travaillent beaucoup, mais ils juste aiment ça, rencontrer le monde. Mais pour lui, c'est une autre façon de venir. J'imagine que pour lui, c'est un business aussi, mais le monde aime ça. C'est ça, mais quand tu es fan, tu es prêt à payer n'importe quel prix pour avoir une photo de toi et ton idole. C'est comme les collectionneurs. Là. Exactement. Oui, exactement. Comme tu te souviens le film Terminator? Alors, on avait... le gars qui a joué le Terminator en métal liquide. Ouais.
Lui est venu, Ouais. moi j'avais un grand figurine, je l'avais fait signer, ça vaut la peine pour moi de payer pour l'autographe parce Ouais. que ça augmente la valeur et c'est cool. Ouais. Alors oui, c'est très cool. Là, je voulais juste m'assurer qu'on parlait de l'accessibilité, puisque c'est notre mission en même temps, ici même à Canal M, Oui. de parler d'accessibilité. Et puis, bon, pour les gens en situation de handicap, très important, là, peut-être de communiquer avec aussi, il y a d'abord un kiosque où on peut avoir tout l'info si on a Oui. besoin d'être accompagné. Absolument. Par exemple, ne pas attendre dans une file d'attente parce que ça peut être compliqué. Les gens peuvent passer devant nous. Ça peut être. Je pense que des fois, il faut faciliter les entrées pour ces gens-là. Bon. Absolument. Et c'est sûr que le palais de congrès ont déjà des choses qui se mettent en place pour le monde qui ont besoin de l'aide, mais nous autres, on est très hypersensitifs à ça. Et on est toujours là pour aider du monde qui ont besoin de l'aide. On les donne accès aux ascenseurs. On va les donner un peu plus de place pour se bousculer. C'est sûr. Oui, parce que, par exemple, pour des séances d'autographe, des choses comme ça, Oui. évidemment, si tu es en situation de handicap, ça peut être plus difficile d'avoir accès, Non. de te mettre en ligne. De puis, faire la file, faire la file. Ouais. Tu Oui. peux pour certains, si tu n'es même pas en fauteuil roulant, mais tu peux avoir du mal à être debout longtemps. Alors, vous facilitez les choses. Absolument. Alors, c'est important de le signifier là, pour Oui. les gens qui sont en situation de handicap. Alors, vraiment très intéressant à ce niveau-là. Alors, je pense que c'est une belle organisation pour ça. Et puis, ensuite, évidemment, bon, il y a qu'est-ce qu'on peut dire qui est le plus... Bon, la parade, le costume, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui attire vraiment le plus les gens? Moi, je pense que c'est l'ambiance. C'est tout ça. C'est Puis les d'être gens là. sont là toute la fin de semaine, bien souvent. Oui, il y a beaucoup de monde qui vient pour 3 jours. Il y a du monde qui vient... Certaines personnes viennent juste samedi. Ça dépend, mais la plupart du monde, moi, je dirais, vient pour les 3 jours. Les 3 jours, parce Oui. qu'il y a tellement à voir. C'est impossible de et faire le tour en une journée. Si un de tes invités que tu aimes fait son conférence dimanche et tu C'est viens ça. vendredi, tu dis, OK, mais... Et donc, est-ce qu'il y a un prix pour les 3 jours? Oui, on a un prix pour un jour. Tous les prix sont OK, tous les prix sont indiqués sur indiqués. montrealcomiccon.com. La chose que je suggère au monde, c'est d'acheter vos billets en avance parce que sinon, ça se peut que tu vas attendre dans des longs fils le journée même. Mais tu peux toujours acheter vos billets à la porte, mais c'est pas suggéré. D'accord. C'est mieux de Il l'acheter. reste encore des billets. Oui. Bon, Oui. très important. C'est au Palais des Congrès. Alors, c'est ça, on se déplace Tu le sais qu'il y a facilement. beaucoup de circulation. Je le sais, oui, parce que je fais aussi parfois des rapports de circulation et je sais qu'il y a beaucoup de Moi, j'ai une question beaucoup pour de toi. monde autour du Palais des Congrès pendant cette fin de semaine-là. J'ai une question pour toi. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe sur Sainte-Catherine maintenant? Ah, ben Sainte-Catherine, les travaux. Est-ce que ça va être fini bientôt? Ah, ben ça, c'est une autre histoire, ça. OK. Évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, là. Alors, il faudrait parler On a du parlé ministère du à Transport. la Oui, puis département. à la Ville de Montréal. À la Ville et de tout. Montréal, OK. Ben, c'est ça, exactement. Mais de toute façon, je pense que oui, il faut s'armer de patience de façon générale. OK, merci. Prenons Mais- le métro, prenons le métro. Oui, c'est prenons le ça. métro. Ben Moi, oui. Surtout que c'est L'été, tellement Montréal, accessible. l'été, mais Pour le Palais tout des le temps. Congrès, c'est Oui, oui. un jeu d'enfant. Oh, ça, c'est une chose que je Ouais. suggère. On a du stationnement, mais prends le métro. Exactement. Comic-Con, ce grand rassemblement là, pour tout le monde. Vraiment, ça se passe en fin de semaine. C'est la grosse fin de semaine du Comic-Con. Le Comic-Con, de toute façon, ça fait des petits un peu partout dans le monde. Là. C'est pas, Oui, oui, c'est oui. pas juste à Montréal. Non. Alors, il y a des événements, puis il y a des gens qui se promènent partout. Oui. qui Presque sont- tous les week-ends, il y a un événement Ouais. comme ça en Nord-Amérique ou autour du monde. Alors, Exactement. Et c'est un challenge aussi pour booker les invités parce qu'ils ont beaucoup fait. d'options. Alors, Ils sont faut qu'on, très sollicités. il faut qu'on donne beaucoup de props à notre... Ouais. à notre... Alors, il faut être imaginatif quand vient le temps de bâtir une programmation. Oui, et le département de programmation font un excellent job. Ah. Ben écoutez, merci bien d'être Hey, venu merci. nous Ça parler, me fait plaisir. Monsieur Rockman. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir. 통소한 어린애 하나나 미라랄레 할래 보리더랄레 가다한 어린노 라하나레지에 하나나 미다레 가다와라노하네 가다와라노하네
Down of the Deep Soul Made in Abyss. Non, il n'y a pas de H à Abyss, c'est Abyss. C'était l'Orchestre animé de Montréal, une performance enregistrée l'année passée au Comic-Con, donc Bon, le Comic-Con voilà, de c'était notre 2023. lien. Merci, Merveilleux. Mathieu. Merci, Mathieu. Alors, on va parler tout de suite avec Dr Valérie Bissonnette, qui est présidente de Bien-être animal, enfin du comité Bien-être animal, vice-présidente aussi de l'Association des médecins vétérinaires pour les petits animaux. Bonjour. Bonjour. Bon, ben écoutez, c'est parce qu'on parle de déménagement beaucoup de ce temps-là, puis on parle beaucoup d'abandon d'animaux à chaque année, bien sûr. Alors, vous êtes très, bien sûr, sensibilisé au problème. Parlez-nous de comment ça se passe cette année. Est-ce qu'on a senti une augmentation? Bien, je vous dirais oui, certainement. Là. En fait, la SPCA de Montréal fait aussi plusieurs cris à l'aide depuis le début de l'année, là, parce qu'ils ont vu leur taux, les taux d'abandon augmenter de 21% là, depuis le début de l'année, là, comparé à l'année dernière. Donc, définitivement, la situation, elle est plus critique déjà en partant que les autres années. Par contre, je vous mentirai pas, les refuges, ils sont pleins à l'année. Ils se gardent à pleine capacité à l'année. C'est juste que la période estivale, malheureusement, d'année en année, est une période très, 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 très occupée. Plusieurs raisons. Oui, c'est ça. Mais je lisais que 52 des ménages québécois ont un animal de compagnie. 25 d'entre eux ont un chien, mais seulement 4,2 des propriétaires acceptent des chiens dans les logements. Alors, il y a un problème, là. Définitivement. Puis, bon, il n'y a pas juste le Québec qui est pris avec ce problème-là. Par contre, il y a beaucoup, dont moi, en fait, qui espèrent que les propriétaires fassent plus preuve d'ouverture, définitivement, puis que la loi potentiellement change parce qu'il y a certaines régions où on voit, particulièrement en France, en fait, depuis les années 70, là, cette clause-là d'interdire les animaux domestiques dans les logements n'est plus possible. En Ontario aussi, depuis les années 90, donc il y a certainement des régions qui ont vu leur loi changer, puis qui permettent maintenant, puis qui choisissent leurs propriétaires, en fait, davantage que est-ce qu'ils ont un animal ou pas, mais c'est le comportement du propriétaire qui vont cibler. Oui, parce que, bon, on parle bien sûr des chiens, les chats, mais il y a d'autres animaux aussi. Je pense aux oiseaux, c'est pas si évident non plus, les oiseaux. Non, effectivement, ils ont. Est-ce que ça vraiment, on a des chiffres là-dessus par rapport aux oiseaux? Il y a quand même pas mal de gens qui ont des oiseaux à la maison. J'ai pas de chiffres pour vous, non, malheureusement. Puis pour les lapins aussi, là, notamment, c'est aussi un problème grandissant qui se reproduisent rapidement. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont adoptés sans trop en connaissance de cause de la durée de vie et des ressources que ça demande. Oui, exactement, vous avez raison, parce qu'on pense que les oiseaux, c'est pour une durée limitée. Attention, il y a des oiseaux qui vont vous survivre parfois. Définitivement, oui. Mais selon l'âge que vous avez, là, mais bien sûr, il faut pratiquement faire un testament là, pour notre oiseau. Mais chose certaine, c'est ça. Donc, évidemment, tu avais une bonne question aussi, Nathalie. On parle des déménagements, bien sûr, on va y revenir, mais tu avais une bonne question aussi par rapport à la chaleur. Oui, parce qu'en ce moment, il y a des périodes très, très chaudes. On connaît des grandes canicules, mais j'ai lu que quand on dit que l'asphalte, en fait, quand il fait 25 degrés à l'extérieur, l'asphalte est à 52 degrés. Puis on se promène avec nos chiens, puis c'est rare l'été qu'on voit des gens qui mettent des petites pantoufles à leurs chiens. Est-ce qu'on devrait en mettre? Oui, en fait. Puis on les juge souvent. Oui, ils sont jugés, c'est vrai. On les traite comme des enfants, ces animaux-là, mais c'est comme si, ils ont quand même un petit peu plus de protection sur leurs pattes, mais reste que si c'est trop chaud pour vos pieds, c'est trop chaud pour les leurs. Ça reste des tissus, ils peuvent cuire, se brûler. Donc, définitivement, les petites bottes, quand il fait très, très, très chaud, c'est important, mais de toute façon, la chaleur, elle peut être dangereuse pour nous, elle peut être dangereuse pour eux. Ils ont tendance à pas non plus réguler leur activité en fonction de leur capacité. Mm-hmm. Donc, c'est important également de les modérer, en fait, là-dedans pour éviter justement les coups de chaleur. Il y a plein aussi de dangers associés autres à l'été, les blessures
dû à beaucoup d'exercices physiques parce que les gens sont plus actifs, donc leurs animaux également. Les animaux vont plus dehors. Je pense aux chats qui s'évadent un petit peu pour aller chasser. Donc, plus d'accidents qui arrivent, d'accidents de la route, accidents d'inchicanes entre animaux. Donc, c'est une grosse période pour les vétérinaires en général, mais après ça, si ces animaux-là, les propriétaires n'ont pas les ressources pour traiter leurs problèmes de santé, définitivement, ça peut aussi se terminer en abandon. Je reviens aux abandons, mais oui, c'est ça, une grosse saison pour tout le domaine des médecins vétérinaires. Il y a aussi les tiques. On en parle de plus en plus, mais vous traitez beaucoup les animaux aussi, j'imagine, pour les tiques? Oui, c'est surtout par les animaux, en fait, qu'on fait de la prévention, nous, les vétérinaires, mais pour toute l'aspect de la santé publique, puisque c'est eux qui ont tendance à se promener plus dans les herbes longues. Mm-hmm. C'est sur eux aussi qu'on va avoir plus de difficultés à les voir. Donc, c'est une réalité qui est nouvelle, mais c'est plus vrai l'été, mais c'est vrai à l'année, je vous dirais maintenant, puisqu'il y a du dégel tout au long de l'année. Là, en fait, regardez, pendant la pandémie, là, tout le monde a décidé d'avoir un animal de compagnie. Évidemment, on s'est aperçu que là, le problème, c'est que quand nos animaux étaient malades, c'est pas facile de trouver maintenant un vétérinaire. Il y a quand même, c'est pas que vous êtes nécessairement en pénurie, c'est qu'il y a trop d'animaux. Mais on est en pénurie, mais je vous dirais, la situation au point de vue personnel vétérinaire est en train de s'améliorer, mais c'est notre personnel de soutien aussi pour lequel il y a une pénurie. Donc, il reste qu'on a quand même gardé un relativement bon accès aux soins vétérinaires. On réussit à garder la cadence. C'est moins vrai dans certaines régions éloignées où est-ce qu'il y a moins de relève, justement, là. Donc, mais en général, on réussit à garder un bon accès aux soins vétérinaires. Là, c'est plus en termes de ressources, planification. Oui, c'est ça. Puis justement, parlant de ressources, écoutez, il y a quand même, la solution à l'abandon, j'imagine qu'il y en a quand même des solutions à l'abandon, je veux dire, pour les gens, là, au lieu d'abandonner les animaux. J'ai même vu qu'il y avait des refuges spécialisés là, pour des chiens du 3e âge. Oui. Ben, il y a beaucoup de fondations qui essaient de venir en aide. Il y a, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons qui mènent à l'abandon. Là. Oui, donc, avant d'arriver à l'abandon, c'est ça. Il y a les coûts, mais il y a plein d'autres choses. Le comportement de l'animal. Donc, on avait mal estimé le temps, l'énergie que ça allait nous prendre pour dans le fond, bien l'éduquer et qu'il s'agence à notre rythme de vie. À notre rythme de vie, exactement. Donc ça veut dire, en fait, quand on adopte pas un enfant, mais un animal, voyons, on parle d'adoption responsable. C'est-à-dire, il faut y penser à plus d'une fois là, pour savoir si on est capable de prendre en charge un animal. Tout à fait, avant, mais même après, il ne faut pas non plus se dire bon, mais là, c'est fait, j'ai plus le choix, je dois vivre là-dedans. Puis là, quand on n'est plus capable, on l'abandonne. Ce qu'il faut faire, c'est que si on a un malaise, s'il y a des choses à changer, il faut aller chercher l'aide avant d'être à bout complètement d'énergie puis de ressources. Donc, aller chercher l'aide d'éducateurs canins, aller chercher l'aide de notre vétérinaire si on voit que ça s'en va pas dans une bonne direction, que notre lien avec notre animal en souffre ou qu'on voit que nos ressources financières... Il faut déjà être en alerte, la façon de parler. Ouais. Effectivement. Puis après ça, quand on voit que l'abandon, il peut être en fait impossible à éviter, il faut juste mieux planifier nos affaires, soit essayer d'aller voir dans d'autres refuges. Vous parliez de refuges qui sont plus spécialisés. Il y en a qui se spécialisent avec des animaux qui ont des problèmes de santé, effectivement. Il y en a qui c'est des races spéciales. L'euthanasie non plus n'est pas une solution. Ça serait un autre sujet. On n'a pas le temps d'en parler. C'est déjà tout, Mélanie Deveau. Mais ça pourrait être intéressant aussi, hein? Bon, alors, Mélanie Deveau, c'est Madame Valérie Bissonnette, docteur Valérie Bissonnette, je m'excuse. Alors, ça a été un plaisir. Oui, c'est ça, je vous rebaptise. C'est un plaisir. Alors, ça a été un plaisir. Ça va me faire plaisir de vous en parler une autre fois. Ce serait un bon sujet. Un gros merci.